Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 6 juin 2014. Alors à journée exceptionnelle, journal exceptionnel, vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui à Mouilleron-en-Parais, la ville natale de Georges Clemenceau, c'est vrai, mais aussi celle de Jean Delattre de Tassigny, ce général qui rallie De Gaulle à Londres avant de participer au débarquement en Provence en août 1944 et qui va même jusqu'à représenter la France le 8 mai 1945 à Berlin au moment de la signature de la capitulation allemande. Eh bien, tout ça a donc commencé ici, en Vendée, à Mouilleron-en-Parais, à quelques kilomètres seulement de la Châtaigneraie et de Chantonnay. Et ce soir, on va justement essayer de voir dans notre patrimoine historique ce qu'il reste comme trace de cette Seconde Guerre mondiale, parce que tout ne s'est évidemment pas uniquement passé en Normandie. Et ce soir, eh bien, si tout ne s'est pas passé en Normandie, symboliquement, le jour J, le D-Day, lui, a bien eu lieu là-bas. Des chefs d'État du monde entier se sont donc retrouvés dans la région de Caen aujourd'hui pour commémorer les 70 ans du débarquement des Alliés en France. Lucien, lui, avait 20 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, habitant de Fontenay-le-Comte puis de La Roche-sur-Yon. Il nous fera partager ses souvenirs de sa vie de jeune Vendéen sous l'occupation allemande. Et puis, après avoir reparlé du parcours de Delattre, évidemment, on s'intéressera aussi à ces Vendéens d'aujourd'hui qui se passionnent pour l'histoire, jusqu'à lui consacrer d'ailleurs une bonne partie de leur temps, vous verrez, comme ces Montois qui ont reconstitué un planeur Waco utilisé justement par les Américains pendant le débarquement. Mais on commence donc par toute cette journée de cérémonie, des mois de travail pour les Normands, pour les historiens, pour les passionnés du travail autour des 70 ans du débarquement allié en Normandie, qui a abouti aujourd'hui à plusieurs cérémonies en Basse-Normandie. Grégoire de Châtillon. C'est vous qui avez fait toutes ces viennoiseries ? Bien sûr. Ce matin, Isabelle Hoffmann, la présidente d'Amitié Vendée-Louisiane, a invité ses amis, Nadine et Jacques, pour la retransmission du débarquement. Jacques est américain. Il a travaillé pendant 23 ans pour l'organisme qui gère les monuments de guerre et les cimetières de son pays. Cet ancien militaire a été pendant 5 ans en charge du cimetière américain de Saint-James dans la Manche et a coordonné en 1984 le 40e anniversaire du débarquement en Normandie. Il y a toujours cette émotion de ceux qu'on ne verra plus, mais aussi c'est l'occasion où le plus de personnes en fait rendent hommage aux soldats dont le sang a irrigué le sol de la France pour la libérer du joug allemand. Et c'est le moment où on va transmettre, j'espère, cette idée de liberté et libération pour les générations futures. C'est le moment de l'hymne national américain. Toujours un moment fort. Très fort. Un hommage rendu à la fois aux milliers de morts tombés lors du débarquement et à ces vétérans qui se sont battus et qui sont revenus sur place 70 ans plus tard. J'ai eu maintes fois l'occasion de parler avec des vétérans et avec des Américains. La chose qui m'a probablement le plus frappé, ce sera la première fois qu'ils vont s'ouvrir, qu'ils vont raconter leur histoire, que ce soit à leurs proches ou qu'ils avaient besoin, ils reviennent, ils vont faire la visite du cimetière et là, ils vont complètement raconter leur histoire et se lâcher pour ce qu'ils avaient des fois jamais dit un mot. Jamais dit un mot. Isabelle, Nadine et Jacques sont restés ensemble pour suivre comme 1 milliard de téléspectateurs les commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Beaucoup d'émotions donc dans ces commémorations, journée souvenir pour rappeler l'importance de cette opération Neptune, puisque c'est le nom de code donné au débarquement en Normandie. Mais puisqu'on est en Vendée, on va aussi s'intéresser à ce qu'il se passait ici, au quotidien, au même moment. Alix Solanos a retrouvé Lucien, un nonagénaire originaire du sud Vendée, qui a passé une bonne partie de la Seconde Guerre mondiale à La Roche-sur-Yon. Regardez.
À 95 ans, Lucien Guédon regarde avec émotion son album photo, le seul qui lui reste du temps de sa jeunesse. En 1939, il avait 20 ans, mais pour lui, c'est comme si c'était hier. Ma femme et moi, le jour de mon mariage, elle avait réussi à trouver quand même du tissu pour se faire une robe. Par des amis qu'elle avait eus, je ne sais pas comment elle s'était débrouillée. En effet, à l'époque, pour acheter quoi que ce soit, il faut une carte. Carte d'essence, de matériel ou encore de ravitaillement. Et les dames, les ménagères, il fallait faire la queue quelquefois pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, pour avoir un peu de viande, avec la carte toujours. Puis quand on n'avait plus de points sur la carte, on n'avait droit à rien. Heureusement, le père de Lucien, lui, a des cousins à Cheffoy, à la campagne. Alors quelquefois, mon père arrivait à avoir par l'intermédiaire des cousins des œufs, un peu de beurre, un peu de jambon, quelquefois. Mais il fallait se déplacer pour aller le chercher et pas se faire prendre en route. Ne pas se faire prendre, Lucien y pense quand il va dans les bals clandestins, évidemment interdits. Ou tout simplement quand avec des amis, il ne respecte pas le couvre-feu qui leur impose d'être à la maison, les volets clos, à 21h. Les patrouilles étaient de 5 ou 6 soldats, alors avec leurs bottes, on les entendait, quelquefois on avait le temps de se camoufler. Mais si on n'avait pas le temps, à ce moment-là, ils vous ramassaient, puis ils vous emmenaient, comme je vous dis, à la caserne. Et puis ils nous employaient à faire des travaux comme ça, comme punition. Mais alors ils contrôlaient avant de nous relâcher. Si on n'avait pas, par exemple, fait partie d'un réseau quelconque, comprenez-vous, à ce moment-là, ils nous gardaient et puis on ne sait pas. En 1943, Lucien sera envoyé au service de travail obligatoire en Allemagne. Ce n'est qu'en revenant, en 1945, qu'il apprendra la mort de son père et fera la connaissance de son petit garçon, déjà âgé de 18 mois. Alors on va remonter maintenant dans les archives de TV Vendée. Si vous vous souvenez bien, en septembre dernier, nous vous parlions des émouvantes retrouvailles entre les frères Fortineau et la commune du Boupère, deux septuagénaires aujourd'hui, mais qui avaient 5 et 8 ans en 1943. Avec leur maman, juive, elle aussi est recherchée par les Allemands. Ils ont vécu pendant 2 ans à l'étage du restaurant de la commune. Ils sont revenus en Vendée le 15 septembre dernier pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. On était tous contents de cette matinée parce que c'était la simplicité, l'authenticité. On n'était pas là pour épater qui que ce soit. C'est simplement une page d'histoire qui a été vécue très fortement. Alors on va maintenant accueillir dans ce journal Jean-François Bourrasso, c'est le secrétaire général du Musée national des Deux Victoires, ici à Mouilleron-en-Parais. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors je viens de dire que nous vous accueillons, mais en l'occurrence là maintenant c'est plutôt vous qui nous accueillez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu où nous nous trouvons ? Écoutez, oui, effectivement, bienvenue donc dans les jardins et face à la maison natale du maréchal de Lattre de Tassigny qui est né à Mouilleron-en-Parais. Donc ce militaire était à la tête des troupes françaises du débarquement de Provence le 15 août 1944 et c'est lui qui a signé au nom de la France la reddition, la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Et qui est donc né ici dans cette maison dans laquelle on va rentrer je crois dans quelques instants. Mais avant de donner un peu plus de détails sur le parcours de ce militaire, je vous propose justement de brosser le portrait de ce général maréchal de Lattre, un Jean-Joseph-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny qui est donc né ici à Mouilleron-en-Parais en 1889. Cyril Guillet. C'est dans ces murs que Jean de Lattre de Tassigny a fait ses premiers pas. Et déjà à l'époque, le petit garçon qu'il était semblait prédestiné à la carrière militaire qui l'attendait. Admis à Saint-Cyr en 1908, il monte au front avec le 12e Dragon en 1914, puis prend le commandement de la 11e compagnie du 93e Héry à Verdun. Promu chef d'état-major de la 5e armée de Strasbourg, il devient en 1939 le plus jeune des généraux de l'armée française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se distingue en résistant aux Allemands à Clermont-Ferrand. Ensuite, il est affecté à Tunis comme général de division. Refusant d'obéir aux ordres de Vichy, il est arrêté et enfermé. Il s'évadera peu après pour rejoindre le général de Gaulle. C'est donc à la tête de la première armée française qu'il débarque en Provence le 15 août 1944. Le 8 mai 1945, il signe à Berlin la capitulation des Allemands. Sa carrière se poursuit en Indochine. Lors de ce conflit, son fils meurt au combat, une disparition qui lui sera fatale. Il s'éteindra à peine un an plus tard, le 11 janvier 1952. Élevé à la dignité de maréchal de France, il aura le droit à des obsèques nationales aux invalides, mais à sa demande, il sera inhumé dans le cimetière de Mouilleron-en-Parais, aux côtés de son fils.
Jean-François Bourrasso, ça y est, nous sommes rentrés dans la maison natale de Delattre. Nous sommes au premier étage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle pièce justement on se trouve exactement ? Eh bien, écoutez, c'est la pièce de Jean Delattre de Tassigny. C'est lui qui l'a décorée à son retour en 1925 avec des objets qui viennent du Maroc. Et là, c'est sa chambre. Alors, ce n'est pas qu'une maison natale. Il y est né, bien évidemment, mais c'est un peu sa maison. C'est sa maison de famille, parce qu'en fait, c'est là où nous sommes, où il préparait ses concours militaires. C'est là où, quand il a été blessé en 14-18, il est venu se reposer. C'est là où il passait ses vacances scolaires. C'est là aussi, quand il était en séjour, il a rencontré sa fiancée à l'île-Dieu. Donc, c'est vraiment un lieu qui lui tenait à cœur. Et c'était sa chambre. C'est sa chambre. Il est passé toute sa vie ici. Même la dernière fois qu'il est passé, en fait, c'était pour saluer son père, alors qu'il décollait en Indochine en 1951. Donc, c'est vraiment la maison de famille de Delattre. Bon, alors évidemment, il y a énormément de choses à dire, qu'on pourrait dire, mais s'il fallait retenir, je ne sais pas moi, 3, 4 grandes dates de la vie de Delattre, ça va être lesquelles ? Les grandes dates, c'est, je dirais, le 11 novembre 1942. C'est le seul général qui dit niet à Vichy et qui va faire un acte de résistance qui lui vaut 10 ans. Un an plus tard, c'est le 11 novembre 1943. Il rejoint Londres, et là, il est nommé général d'armée. Et ensuite, eh bien, c'est le débarquement de Provence le 15 août. Cette opération importante, opération France, qui va s'arrêter le 8 mai, donc en 7 mois et demi. Libération d'un tiers du territoire. C'est une armée française, 250 000 hommes, c'est extrêmement important, qui va diriger avec une armée américaine. Ils vont libérer un tiers du territoire. L'armée de Delattre va arriver la première au Rhin, puis la première au Danube, d'où le nom de son armée qui lui-même va donner sera Rhin-Danube. Et puis, c'est la signature du 8 mai 1945, où De Gaulle l'envoie représenter la France, suite à justement l'ensemble de cette mission qu'il a réussi pendant la libération de la France. 2 missions de De Gaulle. C'était 1, que l'armée française soit extrêmement mêlée à la libération du territoire, et 2, que l'on commence à travailler sur l'après-guerre, c'est-à-dire amalgamer tous ces Français qui ne pensaient pas la même chose pendant la guerre, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toute l'armée d'Afrique, etc. Donc quelque chose de très compliqué, ce qu'il a appelé le nom d'amalgame. C'est difficile de résumer l'histoire avec un grand H en si peu de temps. Alors on va laisser de côté un instant le maréchal Delattre pour s'intéresser à d'autres hommes. Alors celui que vous allez voir, il est moins gradé, il y en a même un qui n'est pas militaire du tout. Ils sont restés anonymes et pourtant, avec le recul, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi et les téléspectateurs aussi, on peut vraiment les appeler des héros du quotidien. Regardez. Pascal Mira, 88 ans, appelé sous les ordres du général Delattre de Tassigny dans la première armée. On était content de faire partie de l'armée du général Delattre. On était content parce que c'était pour libérer la France. Marcel Ordeneau, lui, a été résistant et déporté en Allemagne. Ces années que je voulais chasser de ma mémoire. Mon voyage avec la mort et avec ceux qui allaient mourir. Établi au Maroc avec sa famille, Pascal Mira a 19 ans quand il arrive en France pour la première fois. Il fera partie des tirailleurs marocains. On savait qu'on était appelés pour libérer la France. Et les musulmans, eux, vous savez, c'était des gars courageux, hein, les Arabes, que ce soit les Goums, tout ça. Ils étaient engagés ils avaient signé un engagement. Il y avait que ça qui compte. Ils s'en fichaient. Ils suivaient les mouvements. Marcel Ordeneau est un miraculé. Condamné à mort par décapitation, emprisonné, torturé, il se retrouve en Allemagne en 1943, peu de temps après avoir refusé de se soumettre au travail obligatoire. J'aurais dû mourir je ne sais pas combien de fois, et je suis encore là. À croire qu'il y a des miracles sans arrêt. Vous comprenez ? C'est pas pensable. J'étais considéré comme un grand espion. Alors qu'en fait, je n'avais aucune attache avec un réseau de résistance quelconque. Et on me trouvait, j'étais un grand... Et là, j'ai cru claquer pendant 3 jours d'interrogatoire sanglant, puisque le dernier, j'ai été suspendu par les cheveux, et je croyais qu'ils allaient me laisser là. On allait chercher les obus. On était chargé, le camion était chargé d'obus, et en plus de ça, on risquait de sauter sur une mine. Il y avait des mines partout, et puis l'aviation allemande qui pouvait aussi nous mitrailler.
Marcel Ordeneau ira jusqu'à écrire dans des toilettes allemandes « À bas Hitler, à bas Laval, vive De Gaulle, vive Giraud ». Et quand on est jeune, on ne voit pas le danger. C'est-à-dire, on part la fleur au fusil. Et je l'ai dit d'ailleurs souvent dans un poème, nous étions là, recherchés, traqués dans un pays vaincu. Nous étions là, livrés, autant par nos voisins que par nos maladresses. La campagne dans les Vosges, ça a été terrible. C'est quelque chose de terrible. On n'était pas habitués au froid. Il y a eu beaucoup les musulmans, là, les Marocains, qui ne connaissaient pas la neige, tout ça, beaucoup ont eu de pieds gelés. De ce voyage en enfer, Marcel Ordeneau et Pascal Mira sont devenus des héros pour leur famille et bien plus largement des héros pour la France. Alors voilà, ça y est, vous en savez un petit peu plus à la fois de ces héros du quotidien, on le disait tout à l'heure, mais aussi de Lattre. Je vous rappelle que nous sommes toujours à Mouilleron-en-Parais et nous avons changé un petit peu de décor, vous l'avez sûrement remarqué. Nous sommes maintenant sur la colline des Moulins. Jean-François Bourrasso, vous êtes toujours avec moi. Et donc ma première question, logiquement, c'est de vous demander où nous nous trouvons exactement. Eh bien, nous sommes sur la colline des Moulins et derrière nous, vous avez donc la seule propriété du maréchal de Lattre à son décès, qui est son moulin. Et juste un petit peu derrière, la chapelle votive qui est dédiée à Saint-Jean et à Saint-Bernard, donc Jean de Lattre et Bernard de Lattre, le fils du général. Alors l'idée, c'est que vraiment nous surplombons Mouilleron. On n'est vraiment pas loin, hein. On est à quoi, 2-3 km de l'église, non ? 1 kilomètre de l'église. Oui, nous sommes reliés à la fois par une piste piétonne et une piste cyclable départementale qui passe au pied des moulins et qui nous amène directement à la maison de Lattre. Et alors en parlant hors caméra tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'est un site qui fait surtout penser à de Lattre puisqu'il y a son moulin, mais Clémenceau n'est pas vraiment étranger à toute cette affaire, ce qui m'amène à la question que je voulais vous poser depuis le début du journal. On l'a dit, Clémenceau est né à Mouilleron, de Lattre est né à Mouilleron. Est-ce que les deux se sont rencontrés ? Eh bien, ils se sont rencontrés à Mouilleron en octobre 1921 à l'occasion de l'inauguration du petit monument aux morts de Mouilleron-en-Parais. Et effectivement, après, donc ils ont 40 ans de différence, hein, il faut bien penser. Hein, un jeune capitaine et un vieux monsieur qui a fait sa carrière déjà politique. Et ensuite, ils vont se rencontrer à plusieurs reprises. Et en particulier, le jour où Jean de Lattre présente sa fiancée, Simone Calary de la Mazière, à Clémenceau. Ils discutent de Mouilleron et c'est comme ça que la colline et les moulins vont être un peu sauvés puisque Clémenceau conseille à de Lattre d'acheter un moulin. Et en fait, il en achètera 2. C'est vraiment un site qui est ouvert à la visite et je crois que vous incitez vraiment à venir voir autant qu'on va visiter le musée national des Deux Victoires, par exemple. Ça a du sens. Enfin, je veux dire, maintenant, il faut arrêter de venir visiter le musée, si j'ose dire. Il faut venir visiter le village natal. Doublement village natal, ça prend du sens. Il faut profiter de visiter l'église, le temple protestant, ces deux familles d'où sont issus Clémenceau et de Lattre. Il faut venir ici à la colline, à pied, à cheval, en voiture, comme vous voulez, parce qu'en fait, c'est un lieu très très important pour les deux hommes. C'est un lieu de promenade. Ils sont venus avec leurs grands-parents maternels, etc. Et ça donne du sens quand après vous avez la possibilité, avec des bornes de médiation culturelle, de comprendre cette histoire de ce lieu. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Bourrasso. Juste un tout petit rappel, on le disait tout à l'heure, le musée national des Deux Victoires, c'est ouvert tous les jours, toute l'année. On vient quand on veut pour découvrir tout ce patrimoine. Entre 5 et 7 départs par jour à heure tapante. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est noté. Alors, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, certains en ont même fait leur passion, vous allez voir. Exemple avec ces amateurs de reconstitution historique qui se sont lancés dans la construction d'un planeur Waco. C'est exactement le même genre d'engin que les Américains ont utilisé pour le débarquement, au point que celui-ci a même été réquisitionné pour participer aux cérémonies normandes d'aujourd'hui. Nous avons assisté à son départ de la Vendée il y a quelques jours. L'opération est délicate. Après le bloc central, c'est maintenant au tour des ailes du planeur américain de rentrer dans le semi-remorque. 15 cm, on est largement bon. Ah, c'est bon, hein. 10. Hop, parfait. Le Waco fut le seul planeur militaire utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Il participa à l'opération Neptune du 6 juin 1944. L'équipage se composait alors d'un pilote et d'un copilote et pouvait transporter jusqu'à 13 soldats et leur équipement. Son principal atout, le silence. Il pouvait garantir ainsi l'effet de surprise.
Il aura fallu près de 3 ans de travail à cette association de Saint-Jean-de-Mont pour construire une réplique de ce planeur utilisé par les parachutistes américains. À l'origine, ce n'était pas un Waco à échelle 1 qu'on devait faire, c'était un petit Waco, juste un panneau pour représenter la forme de l'avion. J'ai participé par exemple à la fabrication des ailes, c'est-à-dire découper toutes les plaques de bois, les assembler, après faire les joints, les peintures. C'est une équipe de choc. C'est une équipe, voilà, on ne peut pas en avoir 2 comme ça. C'est pas possible. On pensait Waco tout le temps. Donc maintenant, c'est la consécration de pouvoir aller en Normandie le présenter pour la première fois. Un travail de titan pour les Diables Rouges, qui avec cette reconstitution du Waco, perpétue la mémoire de ces parachutistes courageux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Une drôle d'aventure que cette histoire de planeur. Une aventure qui nous a d'ailleurs amené à en ressortir une autre. Là encore, on est allé fouiller dans les archives de TV Vendée. Si je vous parle du Mosquito, est-ce que vous vous souvenez de cette réplique d'avion entièrement réalisée par une association de Luçon? 18 ans de travail ont été nécessaires, 33 000 heures. Et le tout avait permis un vol inaugural en avril 2011. Et ça s'était passé sur l'aérodrome de Fontenay-le-Comte. Ce qui nous amène à retrouver Grégoire de Châtillon. Bonjour Grégoire. Bonjour Caroline. Alors, si vous êtes venu jusqu'ici avec nous à Mouilleron-en-Pareil, Grégoire, c'est pour clore en quelque sorte ce journal. La rédaction vous a lancé un petit peu le pari de résumer, de balayer en moins de 3 minutes toutes les traces de la Seconde Guerre mondiale qu'il subsiste encore en Vendée. Et je crois qu'on va commencer avec le devoir de mémoire. D'ailleurs, c'est un lieu qui nous inspire. En Vendée, on peut voir plusieurs stèles qui sont dédiées aux soldats morts de la Seconde Guerre mondiale, comme celle-ci d'ailleurs, qui est donc la stèle dédiée à Jean Delatte de Tassigny et aux soldats morts pendant la Seconde Guerre. Alors oui, Caroline, comme partout en France, on a évidemment des stèles, des monuments aux morts dans le département, un peu partout. Et on peut peut-être signaler une stèle qui a été érigée sur un maquis. Il y avait beaucoup de maquis en Vendée, c'est celui de Dompierre-sur-Yon. Et cette stèle a été érigée en hommage évidemment aux résistants vendéens qui ont participé à la libération en août et en septembre 1944 de la Vendée. Donc ça, c'est une stèle qu'on peut voir, il me semble, dans le Bois des Gars. C'est ça qui est indiqué à la sortie de Dompierre. Alors, ce sont des stèles, ce sont des monuments aux morts. Mais la Seconde Guerre mondiale en Vendée, c'est aussi des blocos, littoral oblige évidemment, et des bunkers. Alors évidemment, avec nos 250 km de côte, aujourd'hui, il reste encore des blocos, même si les autorités les ont en partie parfois détruits quelques années plus tard. Alors parmi ces blocos qu'on va retrouver dans le pays d'Olonne, autour de Saint-Jean-de-Mont, on en a un qui est assez rare parce que ça a été l'un des seuls dans le département, ou même en France en fait, plus largement dans l'Ouest, qui a servi d'infirmerie, si vous voulez. Il se trouve tout simplement, il est facile à trouver, il se trouve dans les jardins du musée de l'Abbaye Sainte-Croix, au Sable d'Olonne. On peut monter dessus, on peut le découvrir. Je dirais que le gazon pousse sur son toit, et ça, c'est un blocos qui est assez original. Alors, en cherchant un peu, j'ai découvert quelque chose d'encore plus rare, Caroline. J'ai découvert la station radar de la Luftwaffe d'Angles. Alors, pour être précis, qu'est-ce que c'est? C'est toute une série de bunkers qui ont été édifiés à une vingtaine de kilomètres dans les terres sur la commune de la Jonchère. Et c'était une station radar qui permettait d'avoir une liaison radar entre La Rochelle et puis Saint-Nazaire. À l'époque, ils arrivaient à communiquer au téléphone et par télégraphe. Des dizaines d'Allemands ont vécu là-bas, dortoirs, réfectoires. Et c'est sur un site de plusieurs hectares où j'ai pu tourner quelques images. Et on a son jumeau sur la commune voisine, au Bernard. C'est quelque chose de peu connu et qui a été, qui n'a pas été achevé dans sa construction, Caroline, puisqu'après le débarquement, les forces alliées se sont rapprochées. Alors, on avait promis du concret, ça c'est très concret au moins. Et on va terminer avec des lieux, un petit peu plus institutionnels, si on veut, plus des musées en fait. On a évidemment la maison de Delatte qu'on a vue tout à l'heure, et puis je pense qu'il faudrait s'arrêter sur un musée en Vendée qui se trouve dans la capitale vendéenne, à La Roche-sur-Yon. C'est le musée de la résistance et de la déportation. Et sa fondatrice,
Maurice, qui vous recevra et vous fera découvrir ce lieu de mémoire, Françoise Gouin, a pu recueillir depuis une vingtaine d'années des histoires, des photographies, des articles de journaux qui rendent hommage à ces héros de la résistance qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été torturés, ont été abattus dans des conditions souvent atroces. Ce musée de la résistance et de la déportation, il se situe donc à La Roche-sur-Yon. Très bien, merci Grégoire. Je ne sais pas si le pari a été tenu, mais en tout cas, on en sait beaucoup plus sur les traces très concrètes de cette Seconde Guerre mondiale en Vendée. Ce qui nous amène à la fin de ce journal, oui, déjà. Donc, vous avez bien vu le décor, je vous le disais tout à l'heure. Nous sommes ici sur les hauteurs de Mouilleron-en-Parais, devant la stèle donc dédiée à Jean Delattre de Tassigny, qui a été un petit peu le fil rouge de tout ce journal. Seconde Guerre mondiale et présence en Vendée. Avant de se quitter quand même, quelques temps de la météo. On ne change pas les bonnes habitudes. Alors, les prévisions pour le week-end de la Pentecôte, peut-être week-end prolongé d'ailleurs pour vous, à 15 jours maintenant de l'arrivée de l'été. Et puis le bulletin complet, c'est évidemment dans un instant avec Armelle Pavageau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'actu vendéenne, c'est évidemment lundi. Vous retrouverez Edwige Richard dans nos studios de Dompierre-sur-Yon. D'ici là, très bon week-end à vous tous. N'hésitez pas, vous l'avez compris, à venir ici à Mouilleron-en-Parais pour visiter toute la commune et toute cette histoire qu'on peut vraiment toucher du bout des doigts. Et moi, je vous dis à bientôt.